Fast Good Cuisine qui dit on cherche un crack du montage. Si cette timeline Premiere Pro te fait pas peur, t'es la personne qu'il nous faut. Avec une timeline avec beaucoup de pistes. Dis donc, il y a au moins genre 30 pistes, c'est fou. Alors, on va un petit peu changer on va un petit peu enlever les étoiles que vous pouvez avoir dans vos yeux. La moitié des pistes sont inutiles. Pourquoi? Parce que là, de ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de clips qui sont liés. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est des clips où probablement que, bah, du coup, là, en haut, ce qu'on voit, c'est que c'est de la vidéo. Et à partir de cette petite ligne qui est ici, c'est la différence entre la vidéo et l'audio. Et le truc, c'est que là, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles, tout simplement parce que c'est probablement du multipiste, c'est probablement du multicam. Et qu'en fait, à chaque fois, probablement qu'il a fait peut-être du bon taf, peut-être du mauvais taf, je sais pas, en fait, c'est dur de juger du taf d'un monteur à sa timeline, hein, bien sûr, mais qu'en gros, là, c'est du multicam avec du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caméras différentes, certains endroits où il y en a 8, et où c'est visiblement pas super bien organisé. Je vais pas juger de l'organisation, de la désorganisation d'une timeline première, c'est pas mon rôle, et je m'en fous. Surtout qu'il y a plein de procédés techniques qui peuvent être compliqués. Et qu'en fait, du coup, forcément, vu qu'il y a 8-9 caméras, ça fait qu'il y a probablement du coup 18 pistes. En fait, avec à chaque fois left-right. Ou alors juste 2 pistes audio. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de pistes. Sauf que, en fait, ces pistes-là, on s'en fout. Et que la majorité sont désactivées. Parce qu'on s'en branle. Et que, en vrai, les pistes qui nous intéressent sont généralement par ici. Et qu'en fait, finalement, il n'y a pas tant de pistes que ça qui sont utiles. Reste que il faut les garder au cas où, et c'est un peu l'usuel qui est fait autour du multicam, c'est de les garder au cas où. Le multicam sur première est généralement plutôt bien géré, qui fait que, en fait, tu peux avoir ça sur une seule piste. Donc déjà, rien que ça, tu peux les baisser. Et qu'en soit, je pense que niveau vidéo, il y a peut-être 1, 2, 3, 4... 5 du coup, 5 pistes utiles peut-être, quelque chose du genre. C'est un peu dur à juger comme ça, mais peut-être qu'il y a 6, allez, admettons au plus haut, 6 ou 7 pistes utiles. Sachant que encore une fois, sur première, tu peux gérer les multicams pour pas les avoir autant éclatés. Au niveau de l'audio, par contre, c'est irrémédiable, hein, c'est plus chiant à gérer. Et pour le coup, ça, il y a besoin d'en avoir énormément. Donc globalement, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas non plus c'est pas non plus trop dur à approcher, et c'est pas non plus le summum de la difficulté, j'ai envie de dire, ce genre de timeline là. Il y a bien pire que ça, il y a des timelines, enfin moi je pense notamment d'une timeline edit, qui sont en plus des montages qui sont faits sur un logiciel bien plus douloureux qui s'appelle Avid Media Composer, où en plus ça peut être très très compliqué de comprendre ce qui se passe, mais et en plus, voilà, les qualités sont généralement un peu dégueulasses. Mais globalement, en fait, la taille de la timeline, c'est pas la taille de la bit. C'est vraiment pas une taille où tu as besoin d'avoir énormément de cuts. Là, typiquement, voilà, vous voyez des timelines. Alors, en fait, ça, c'est sur 3 timelines différentes parce que c'est sur le long de la durée. Mais la timeline de Dune, en soi, elle paraît moins complexe que la timeline de Fast Good Cuisine. Ça veut pas dire que le film est moins complexe au niveau de l'édit. C'est juste qu'en fait, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'en fait, le montage, globalement, ce qu'on voit beaucoup sur YouTube, c'est que c'est une déferlante d'effets dans tous les sens. Je pense notamment à la vidéo d'Eric et Ramsey qui est mytho avec Michou, où en soi, c'est énormément d'effets, énormément de V1, V2, V3 qui s'accumulent. Et en fait, on regarde les différences entre la V1 et la V2, puis là, entre la V4 et la V5, pour que le producteur il puisse se dire ok, je comprends les différences qu'il y a, etc. Je comprends ce que tu as rajouté, on reste sur la V4, même si merci pour la V5, tu as fait du bon taf dessus, tout ça. Là, c'est une reproduction très mauvaise parce qu'en fait, un producteur ne dit jamais merci, mais, mais voilà, mais globalement, j'ai une timeline d'édit, en fait, généralement, il n'y a pas non plus 10 000 trucs à faire. Et in fine, moi, je sais que j'ai beaucoup de timelines que j'ai pu montrer personnellement et où, à la fin, ma timeline d'édit, c'est la vidéo, l'audio. Parce qu'en fait, j'avais juste à recadrer vite fait la vidéo. Et donc, du coup, ma timeline finale, c'était ça. Mais c'est tout. Et sinon, une timeline d'édit à la fin, ça peut ressembler à pas grand-chose. Et là, ce que je vois, c'est que ça n'a pas beaucoup utilisé de séquences imbriquées, ça n'a pas beaucoup utilisé de pré-séquences pour un peu mieux gérer son temps, parce que là, ce qu'on voit, c'est une timeline d'à peu près une quarantaine de minutes. C'est coupé jusque-là, mais ça se trouve, la vidéo, elle dure 1 heure, je sais pas trop, mais du coup, c'est à peu près une quarantaine de minutes.
Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et je pense que ça aurait pu être divisé en 4 timelines de 10 minutes. Enfin, je sais pas trop comment il s'est passé, mais voilà quoi. C'est un peu compliqué et de toute manière, le procédé technique d'un montage sur YouTube, c'est des procédés assez nouveaux, tout simplement parce que généralement les monteurs qui montent des vidéos YouTube ont peu de formation dans le montage professionnel, dans le montage vraiment cinéma, parce que en fait quand on se forme au montage, généralement on se forme au montage cinéma pour comprendre comment ça se passe, comment se passent toutes les étapes de montage, du dérush jusqu'à la finalisation. Euh, et globalement, tu vas te former au montage cinéma, tout comme tu vas te former au montage publicitaire, au montage de reportage, au montage à flux tendu, des trucs du genre. Mais la base de ce sur quoi tu vas travailler, ça va être le montage de cinéma, parce que ça va être la base utile chez beaucoup de gens. Et je crois que Premiere n'aime pas trop quand on a trop de séquences imbriquées. Oui, mais après, tu peux faire genre 4 séquences imbriquées avec tous ces bordels-là pour un peu plus t'y retrouver, un peu moins galérer. Après, faire des séquences imbriquées en cascade, oui, c'est comme les multiprises en cascade, c'est horrible, il faut pas faire ça, bien sûr. Mais et ça peut être un peu aussi compliqué à conformer à la fin, des trucs du genre. Enfin, je sais que j'ai eu une discussion avec un monteur plus récemment que j'ai croisé dans un bar, comme ça, par hasard, à la nif d'un pote. Et c'est vraiment, effectivement, ça peut être très compliqué. Et il y a beaucoup de tricks, en fait, que connaissent des monteurs qui sont assez utiles et qu'on se partage entre nous. Moi, typiquement, j'ai souvent été assistant monteur. Donc, en fait, ce genre de timeline-là, je les déteste, évidemment, parce que après, je dois conformer. Et en fait, conformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, quand tu fais du montage, tu vas utiliser des rushs qui seront des proxys, c'est-à-dire que c'est des rushs en qualité plus moindre, des vidéos en qualité plus moindre que les vraies qualités en qualité énorme et géniale. Tout simplement parce que si tu mets des vidéos en qualité énorme, bah en fait l'ordi il va ramer rapidement et donc tu es obligé d'utiliser des proxys qui sont des vidéos en plus basse qualité. Et après, par contre, c'est un assistant qui doit passer à la fin pour tout changer dans ton edit. Enfin, tout changer. Justement, ne rien changer de l'edit, ne rien changer du montage, et faire en sorte que les rushs soient maintenant de plus grande qualité. Et ça, c'est des étapes qui sont très très compliquées, où il faut vraiment passer du temps. Et typiquement, ce genre de timeline-là, c'est l'horreur de n'importe quel assistant monteur, parce que généralement, ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont appris le montage sur Internet et en dehors des écoles, ils font n'importe quoi dans le cadre de leur montage. Et en fait, ils font des multipistes en cascade, ils font des pistes, des séquences imbriquées de partout, ils font des trucs où tu sais pas exactement ce qu'ils ont fait, et c'est incompréhensible pour n'importe qui peut passer après. Et ce que j'observe beaucoup de la part des monteurs spécialisés qui ont commencé vraiment grâce au montage sur YouTube, c'est que généralement ils n'ont pas du tout cet esprit d'équipe de se dire que quelqu'un va pouvoir repasser après leur montage, ne serait-ce que pour la postérité, ne serait-ce que pour se dire que si ça se trouve il y a des gens qui vont refouiller dans les rushs pour se dire ok, est-ce qu'il y avait des moments où il y avait des trucs spécifiques qu'on n'avait pas capté, tout ça, et ça veut dire qu'en fait c'est des monteurs qui se rendent mine de rien indispensables, parce que ça veut dire qu'il n'y a que eux qui peuvent comprendre leur montage, ce qui est une belle stratégie si tu veux continuer à travailler, mais ce qui est une très mauvaise stratégie de groupe. Et moi, c'est ce que j'observe beaucoup de la part des monteurs vraiment spécialisés sur YouTube, c'est que comme ils n'ont pas la formation, comme ils n'ont pas des formations qui te mettent plutôt dans les rails sur les choses, parce que le montage, évidemment, il y a de l'artistique, mais il y a aussi beaucoup de compréhension technique de ce qui se passe. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est un truc vraiment que j'observe même en dehors du montage sur YouTube. C'est-à-dire que les gens qui se sont formés vraiment au montage, comme ça, avec des tutos YouTube, avec des trucs qui se passent en ligne, tout ça, ou en auto-formation, ça peut être des bêtes de monteurs en termes artistiques, mais en termes de tout ce qui se passe, en termes de compréhension de l'esprit d'équipe d'un montage, ils sont pas du tout formés, et ça fait que ça fait perdre du temps à un assistant monteur. Et typiquement, moi je sais que c'est des trucs sur lesquels je gueule généralement, parce que un monteur peut être payé très bien. Je sais que j'ai des tarifs vraiment de monteur cinéma, ça peut être du 10 000 € la journée en facture, enfin voilà, ou en intermittence, ça peut arriver aussi, en brut ou net, donc voilà, ça peut être quand même du 10 000 € la journée, ça peut être plutôt pas mal, et ce que j'observe, c'est que, comment dire, en fait, quelque part, parfois, il vaut mieux prendre un monteur qui est un peu plus cher, mais qui sait bien gérer ce qu'il fait, et qui te donnera une timeline qui est nickel, et t'as un assistant monteur qui va bosser une demi-journée dessus pour faire toutes les confos, etc. Plutôt que d'engager un monteur qui sait pas trop ce qu'il fait, qui va bosser du coup 2 jours de plus parce qu'il sait pas la direction qu'il prend, qu'en plus tu vas avoir au lieu de l'assistant monteur qui prend une demi-journée, il va prendre 3 jours pour tout conformer. Ce qui peut arriver, 3 jours de conformation,
Alors c'est beaucoup pour un seul montage, mais sur en fait plusieurs montages d'un même projet, ça peut arriver. Et, et vraiment, le truc, c'est qu'il vaut mieux, effectivement... Donc, Madrose est un mauvais monteur, ok, mais non, je ne dis pas ça. Je dis que c'est... Encore une fois, je vais pas dire qu'il y a des gens qui sont des mauvais monteurs parce qu'ils sont formés en ligne, etc. Je dis juste que pour, après, communiquer avec d'autres personnes, ça peut être compliqué. Et que quand tu es dans des projets vraiment qui se professionnalisent de plus en plus, comme sur YouTube, généralement, ce qu'on observe, c'est que typiquement, les vidéos de Squeezie, elles sortent en retard tout le temps. Je pense que c'est en partie dû au fait que le montage, ils n'ont pas assez d'étapes de validation, ils n'ont pas assez de moments où ils communiquent entre eux, et que c'est un peu compliqué d'avoir du coup un esprit de groupe avec le fait que tu aies des monteurs qui soient moins à l'aise avec ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est des mauvais monteurs. C'est justement, ils sont faits pour monter sur YouTube. C'est juste que les logiques de YouTube font que généralement, tu es censé être tout seul. En fait, tu es censé être tout seul à ton montage et tu es censé faire des trucs tout seul. Maintenant, est-ce que ça veut dire que cette timeline-là, c'est une timeline de Dieu divin? Non, la vérité, c'est tout ça pour du fast good cuisine, hein, les gens. Enfin, vraiment, on va pas dire que c'est pour du dune. Si les timelines comme ça, si les timelines de cinéma ressemblaient à ça, que c'était vraiment ultra impressionnant, tout ça. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de travail qui est fait autour du montage dans beaucoup de films. Et encore une fois, ça veut pas dire que le film est bon. Hong Sang-soo, il y a genre 40 plans dans ses films. Il n'y a pas non plus 10 milliards enfin, comment dire, il passe pas non plus 50 ans dans son montage. Frédéric Wiseman, il passe beaucoup de temps dans son montage, mais c'est beaucoup de temps de dérush. Et pour autant, c'est beaucoup de temps où il va en fait regarder énormément les scènes et il va pas tirer non plus 50 milliards de plans. C'est juste que c'est énormément de travail qu'on ne voit pas. En fait, qu'on ne voit pas parce que Frederick Wiseman, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un grand documentariste qui a beaucoup œuvré pour le documentaire et qui a beaucoup fait qui a notamment fait un documentaire qui est génial qui s'appelle Boxing Gym, qui est dans une salle de sport, dans une salle de boxe en fait tout simplement. Et en fait il a tourné, je crois que pour Boxing Gym, si je me trompe pas, il a tourné dans les 1000 heures de rush, quelque chose du genre quoi. Et c'est vraiment énorme. Film, voilà quand même. Mais mais il a tourné vraiment énormément de rush. Et derrière, il a passé beaucoup de temps dans le montage, quoi. Boxing Gym Film Editing. Si je regarde ça. Putain. Hours of Editing. Je regarde ça un peu. C'est horrible, en fait. C'est impossible de savoir. Mais en tout cas, Frederick Wiseman, il est très habitué au fait de tourner énormément. Et tout ça pour un film qui dure 91 minutes, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le rapport de temps passé à tourner ce qu'il tourne versus le rapport au film, en fait, il est très bas, quoi. Il est très bas. Et ce qu'on observe dans les films de Frederick Wiseman, c'est que parfois, il passe des milliers et des milliers d'heures juste pour appréhender aussi son sujet, faire en sorte que les gens soient proches des personnages, qui soient proches des personnages qu'il est censé traiter, des trucs du genre. Tardé Soledad, il avait 700 heures de rush, je crois, mais oui. Et là, du coup, je vois, en vrai, j'ai un peu exagéré, je suis Marseillais, mais Wiseman capture souvent plus de 100 heures de footage brut, quoi. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Et il sort un film assez souvent en plus, donc c'est vraiment très impressionnant. Là, du coup, les menus plaisirs, je sais pas combien de temps il a pris, mais du coup, il a pris 35 jours de tournage consécutif. C'est quand même pas mal pour un film qui dure 4 heures. Donc bon, a priori, ça devrait aller. Mais enfin, vraiment, il y a des documentaires qui demandent énormément de temps de tournage. Notamment, je pense du coup à Claude Lanzmann et son Shoah, évidemment, qui est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, qui, je crois, a demandé 350 heures d'épreuves de tournage. D'épreuves de tournage, je sais pas ce que ça signifie exactement, mais le montage a duré plus de 5 ans. Et le film, du coup, évidemment, c'est un film monstre qui dure plus de 6 heures, enfin, plus de même 9 heures, je crois. Genre, vraiment, c'est assez monstrueux. Rage Bait, la deuxième émission, je dis. Mais voilà, lui, c'est 9 heures de film. Mais tout de même, le rapport de tourner 350 heures pour 9 heures de film, c'est il y a seulement 2% de ce qui a été tourné dans le film, quoi. Donc bon, à quel point un monteur a un rôle à jouer sur le film final, parce que pour moi, qui n'y connaît rien, c'est juste un gars qui fait des cuts et qui fait ce que le réal lui dit. En fait, il y a une vraie communication, et ça, c'est un vrai truc où, évidemment, c'est dur à juger, bien sûr, mais
c'est un vrai truc où il y a il y a une vraie communication entre le monteur et le réalisateur, tout comme il y a une vraie communication entre scénariste et réalisateur, entre directeur de la photographie et réalisateur, tout comme aussi entre acteur et réalisateur. C'est-à-dire que le monteur va beaucoup proposer des choses, il va beaucoup dire moi je pense que c'est ça, il va avoir un regard extérieur. C'est ça qui est clé aussi dans un montage, c'est que le monteur, il va la première qualité qu'on demande à un monteur très très généralement, c'est d'être le plus comment dire, d'avoir un regard extérieur sur les choses et d'avoir du recul en fait sur tout ce qui se passe. Le monteur généralement il va être là pour apporter une vision qui est un peu plus extérieure parce qu'il n'était pas là lors du tournage, il n'était pas là avec les acteurs, il n'était pas là lors de la conception du scénario, sauf si le réalisateur est son propre monteur, des trucs du genre, ça peut arriver, mais il n'était pas là lors de la conception du film, ce qui fait qu'il a une vision plus extérieure au film. Et généralement ce qu'on observe c'est que les réalisateurs qui montent leur propre film sont pas géniaux. Alors il y a des exceptions évidemment que vous allez me sortir, Xavier Dolan, je trouve que c'est un excellent monteur, mais généralement, il a vraiment quelque chose de plus extérieur au film. Et en fait, avoir un monteur, avoir un réalisateur qui est son propre monteur, ça peut donner vraiment des mauvais projets. Ce qui est un peu dommage. Mais globalement, voilà, le point de vue d'un réalisateur, le point de vue d'un monteur, il est clé parce qu'il va être plus extérieur à tout le film. Et on considérera très souvent que le monteur est le troisième auteur du film. La troisième écriture du film, c'est le montage, c'est la phase de montage. Parce que c'est là qu'en fait, on va articuler les images entre elles, que va y avoir de la proposition en termes de tout ce qui se passe, que va y avoir aussi de l'accident même. Et la beauté du montage, c'est qu'il va y avoir beaucoup de découvertes faites par accident. Et je trouve qu'effectivement, il va y avoir il va y avoir une vraie communication en fait entre le monteur et le réalisateur. C'est pas juste un presse-bouton. Généralement, les monteurs qui sont des presse-boutons, ça se voit de loin parce que ça veut dire que le film est plutôt mal monté. et un monteur va pas non plus appliquer sa grille personnelle de dire le film doit être comme ça. Non, il va quand même être épaulé par le réalisateur et ça va être la décision du réalisateur qui généralement aura le dernier mot sur le film. Évidemment, il y a toutes les notions de Final Cut avec le producteur qui veut avoir le Final Cut, des trucs du genre qui peuvent être assez complexes. Mais a priori, le monteur est quand même dans un rôle clé en matière du film. Ça, bien évidemment. Et c'est pour ça que c'est un rôle important. Et c'est pour ça que moi, je vois cette timeline-là. Je vois évidemment chef monteur CDI. Je me dis, ah vas-y, j'ai pas beaucoup de thunes. Voyons voir tout ça. Alors, donc, on va regarder un peu. Et moi, je vais juger personnellement de tout ça. Alors, comment vous arrivez à juger de la qualité d'un montage d'un film, différencier un bon montage d'un excellent montage? Justement, c'est là que la question devient très compliquée, c'est que c'est impossible. Parce que nous, personnellement, on n'a pas accès à tous les rushs. Le monteur a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Et ça, c'est là où c'est très compliqué, c'est-à-dire que le montage, généralement, on peut pas savoir les problèmes qu'il y avait lors du montage si on n'est pas nous-mêmes dans les mains dans le cambouis à voir c'était quoi les rushs, à voir c'était quoi les propositions, à voir c'était quoi les autres plans, les autres takes, notamment des acteurs, des trucs du genre, les autres prises. Et là, ça peut être très compliqué pour comprendre effectivement c'est quoi un mauvais montage finalement. C'est là où c'est très dur et généralement, moi je trouve ça très compliqué de juger d'un montage d'un film en voulant juger le monteur parce que en fait, on va juger les étapes de production qui ont mené vers le montage qui est ce qu'il est. Ce qui veut dire que, généralement, et ça, d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo sur le montage de Bohemian Rhapsody, pour ceux qui auraient vu cette vidéo-là, qui a beaucoup tourné. C'est que, généralement, ce qu'on va beaucoup observer, c'est que si en reprenant juste les rushs qu'on a dans le film, on arrive à faire un meilleur montage, c'est généralement que c'est pas un très bon montage. Mais il faut toujours se dire que lors du montage, on a accès également à d'autres rushs et à plus de longueur dans les plans, à plein de trucs en fait dans les plans qui font qu'on peut allonger les plans que nous on n'a pas. Nous on n'a pas toute la matière en tant que simple spectateur autour d'un film pour voir si c'est possible d'aller plus loin dans certaines scènes. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois c'est plutôt compliqué de jauger et de juger de si effectivement un montage est bon ou est mauvais. En fait, moi je trouve ça toujours très dur et je trouve que c'est jamais très pratique en fait de vouloir juger de tout ça en fait finalement. Quand on parle de montage, on parle de l'image plus audio ou juste de l'un des deux. On parle des deux, mais a priori. Et là, il y a une distinction qui est très importante aussi, c'est que a priori, quand on dit ce type-là a été le monteur du film, c'est plutôt le montage image qui nous préoccupe parce que ce qui va nous préoccuper dans un film, c'est l'image. En tout cas, c'est là que le monteur va agir principalement.
il y a du montage son, mais c'est aussi différent et c'est plus tard généralement. Et le montage son, c'est en fait aussi mettre tous les effets sonores. Et généralement, lors du montage image, qu'on va abrévier en disant que c'est le montage, on va aussi dire que le montage, le montage son sera plutôt entre guillemets sommaire, c'est-à-dire qu'on va avoir généralement dans le cadre d'un montage son, du montage image, les intentions globales de réalisation, mais typiquement, je sais pas, admettons là je monte le prochain Predator, je monte le prochain Predator, j'aurai pas le cri exact du Predator, probablement que si je monte le prochain Predator, je vais prendre mon téléphone, prendre l'application enregistrement, et admettons là j'ai un Predator qui crie, je vais faire ah, et voilà, et je vais du coup utiliser ce cri dans mon montage. Le cri sera dégueulasse, mais je vais dire à chaque fois, bon, à chaque fois qu'il y a une projection, je vais dire, bon, certains cris sont dégueulasses, vous inquiétez pas, c'est du temporaire. Et voilà. Et typiquement, on a aussi des moments où, je sais pas, admettons, j'ai un moment où il y a Elle Fanning qui est censé dire une réplique hors champ, mais qu'en fait, on l'a pas enregistré lors du tournage, tout ça, et que Elle Fanning, elle sera dispo pour les retakes plus tard. Je vais prendre mon téléphone et je vais dire Predator, il faut aller vers la gauche. Et voilà. Et le Predator est rentré dans la... Mais c'est fou ça, c'est fou, c'est dingue. C'est dingue, je suis ventriloque. Mais admettons, je me mets dans la peau de Elle Fanning et je dis Predator, à ta droite. Et voilà. Et je vais utiliser cette réplique pour le montage son. Lors du montage, pour le montage image. Lors du montage son, cette réplique sera changée par la vraie réplique de Elle Fanning qui va dire Predator, à ta droite. Voilà, et c'est pour expliquer un petit peu comment ça se passe, mais je sais typiquement qu'il y a aussi des moments où j'ai pu bosser pour des boîtes qui ont utilisé, dans le cadre d'un montage, et dans le cadre uniquement d'un montage qui a été montré vite fait à des producteurs, et pas dans le cadre du montage final, des répliques qui ont pu être doublées par IA, qui ont pu être faites par IA, qui ont pu être tout simplement, en fait, moi on m'a déjà demandé en tant qu'assistant monteur de me dire va sur tel site, et en fait, tu rentres vite fait la voix de tel comédien, comédienne, et tu dis de dire telle réplique avec la même intention. Ce que j'ai fait, et on a du coup la réplique avec la même intention. Il y a un côté un peu mécanique, évidemment, parce que c'est de l'IA, mais on a la réplique qui est faite. Et la réplique sera refaite plus tard, du coup, lors du pour le montage final, et pour également le montage son final. Voilà, pour expliquer un petit peu toutes les étapes de production. Le monteur n'est pas non plus un étalonneur, mais s'il veut donner des intentions d'étalonnage, il peut le faire également. Et après, l'étalonnage final sera fait. Mais ce qui intéresse le monteur image, c'est généralement d'avoir le rythme, d'avoir comment ça se rythme, comment ça s'enchaîne, tout simplement. Et ça peut passer également par du montage son, assez sommaire. Et lors du montage son, le vrai montage son, on va peut-être un poil corriger, se dire... Effectivement, est-ce que c'est possible de l'avoir une demi-seconde avant, des trucs du genre. Ah. Donc en fait, en soi, le monteur image ne produit rien. Ne produit rien ne produit rien en matière d'image parce qu'il produit pas l'étalonnage, il produit pas non plus le son parce que ça va être produit par le monteur son qui va aussi rajouter des tonnes d'effets, qui va aussi généralement c'est d'autres personnes mais qui va aussi peut-être s'occuper du mixage son pour faire en sorte que ça aille bien en 5 points, 7 points, des trucs du genre Atmos, des trucs comme ça. Et le truc c'est que plus tard enfin comment dire, pardon, le monteur image du coup il gère pas le son, il gère pas l'image, parce que finalement l'image sera retravaillée en tant qu'étalonneur, en étalonnage, avec du coup un étalonneur qui est fait pour ça, qui sont super bien payés les étalonneurs. Les gens, si vous avez des bons yeux, et que vous avez des yeux, typiquement les yeux avec 11 sur 10, où vous voyez des couleurs que les autres ne voient pas, ce qui est un vrai truc, renseignez-vous sur l'étalonnage, parce que ça paye très très bien, hein. Et il y a très peu de gens en plus, enfin voilà. Et du coup avec l'étalonneur qui aura aussi du coup le directeur de la photo du film qui sera là et le réalisateur. Mais le monteur image en fait ce qu'il produit c'est un montage, c'est-à-dire que juste c'est un assemblement de scènes et un assemblage de scènes avec des cuts très précis dans le film. Et avec du coup en soi le monteur image il est juste là pour faire des cuts et pour se dire là on coupe dans le plan, là on coupe dans ce plan là, là on coupe dans ce plan là, là on coupe dans ce plan là. Généralement, d'ailleurs, à la fin d'un montage, ce qu'on peut observer, c'est que le montage, finalement, c'est un fichier qu'on peut appeler, enfin, qui est le fichier EDL, qui peut être transmis un peu partout, etc. Avec, du coup, les noms des fichiers et les in-out, c'est-à-dire quand le fichier commence, quand le fichier se termine,
et le in-out dans la séquence, c'est-à-dire quand le fichier apparaît dans le film et quand le fichier n'est plus dans le film. Pardon, c'est des trucs très complexes, mais c'est mon métier. Genre voilà, je veux bien profiter. Et donc moi, c'est sûr que je vois l'annonce de Fast Good Cuisine, je me dis top, du montage, trop bien, j'adore Premiere Pro personnellement. Et effectivement, cette timeline ne me terrifie pas, donc pourquoi pas. Et donc je vais voir un peu effectivement cette offre. Alors cette offre n'est plus disponible, je crois qu'il l'a supprimée parce qu'il y avait un peu trop de sauce. Mais du coup, chef, monteur, monteuse, vidéo YouTube, femme, homme, X, l'application. Non, je sais que c'est pour non binaire, mais voilà. CDI, oui, j'ai vu le commentaire de Potatoes, très très bon commentaire évidemment. Se lever le matin pour monter une vidéo de Fast Food Cuisine, c'est quand même effectivement assez compliqué. Mais du coup, je vois ceci. Alors déjà, première chose, chef monteur en CDI, c'est très rare. C'est très très rare. Moi, j'étais en CDI techniquement. J'étais pas chef monteur, j'étais monteur chez Webedia, chez Halluciné. Mais c'est très très rare d'avoir un CDI en montage, tout simplement parce que on compte beaucoup sur l'intermittence et sur l'intermittence du spectacle. Et pour ça, effectivement, il faut... Enfin, ça prend... comment dire il faut effectivement que tout le monde soit quasiment en intermittence, sauf que bah, dans les faits, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en CDI, dans des rédactions, effectivement, quand il y a du flux à faire et quand il y a beaucoup de flux, dans la presse, dans beaucoup de choses où il peut y avoir des CDI, mais beaucoup sont en freelance ou en intermittence. Mais déjà, du coup, c'est vrai que tu vois ça en CDI. Moi, il faut savoir que quand j'étais étudiant, on me disait instantanément, vous n'aurez pas de CDI. Vraiment pour vous attendre à ça, parce que la plupart des gens que je connais qui taffent en montage ne sont pas en CDI. Peut-être il y a genre, allez, 5 à 10% des gens que je connais qui taffent en montage qui sont en CDI, effectivement. Mais déjà, juste effectivement avoir ce CDI là, en tant que chef monteur, en plus, chef monteur en tant que CDI, c'est déjà plutôt pas mal. Télétravail non autorisé. Ah, ça, déjà, on est sur un truc compliqué. Parce qu'autant, voilà, Paris, c'est normal, c'est la ville où tout se fait. Télétravail non autorisé, on est déjà dans quelque chose d'un petit peu compliqué, quoi. On est déjà dans quelque chose où, moi, déjà, juste là, je suis pas pour. Parce que pour moi, télétravail non autorisé, quand tu es sur du montage qui, effectivement, n'a pas besoin... Ragebait, je dis... Mais n'a pas besoin non plus d'être vraiment calé là où tu es. Ah, c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce que tu pourras dire ce que tu... Bien sûr, je la dirai juste après. Mais déjà, juste pour ça, sachant que tout ça, je sais pas le système qu'il a, Fast Good Cuisine, s'il a des serveurs, si c'est sur disque dur, mais tout ça, tu peux l'emporter chez toi, et déjà, si c'est sur disque dur, tu peux l'emporter chez toi, si c'est sur serveur, tu peux donner accès au serveur à distance pour faire en sorte que ton monteur puisse travailler de chez lui. Tous les monteurs que je connais qui sont en CDI peuvent travailler de chez eux et ont du télétravail qui sont possibles. En particulier les chefs monteurs. À la limite, les assistants monteurs, il y a des moments où il y a vraiment besoin qu'on soit présent sur le site. Et moi, en tant qu'assistant monteur, j'ai eu quelques moments d'assistant à un montage en télétravail, mais c'était raison exceptionnelle de type, il y a les JO, ou alors c'est des projets assez spécifiques qui font que c'est possible d'être en télétravail. Maintenant, le truc, c'est que, effectivement, effectivement, pour moi, télétravail non obligatoire, non autorisé, ça ne va pas pour un projet comme ça. C'est déjà un premier red flag. Deuxième red flag, salaire inférieur à 32 000 euros. Ça, moi je suis désolé parce que du coup, 32 000 euros, j'imagine qu'on discute en brut et sur 12 mois, on est sur un salaire qui est autour des 2600. C'est très bien, les gens, c'est très très bien, mais en tant que monteur et en tant que chef monteur, c'est pas terrible. Tout simplement parce que si on va voir les conventions collectives chef monteur, sachant que, alors je vais revenir dessus, mais en tant que chef monteur, vous avez des conventions collectives, vous avez des gens qui peuvent vous voir un peu combien vous êtes payé. Il faut savoir que ces prix-là sont plutôt chers parce que en fait ça admet le fait que quand vous êtes chef monteur, quand vous travaillez dans l'audiovisuel, vous n'avez pas tout le temps du taf, donc ça veut dire que en fait là vous êtes payé bien, mais c'est pour rattraper entre guillemets la paye, rattraper les moments où vous n'êtes pas tout à fait payé, mais globalement effectivement on est plutôt dans ces prix là. Alors assistant monteur, moi du coup j'étais à peu près dans ces fourchettes là, j'étais un poil en dessous par moment selon les tafs, j'étais à 180,
ou 170, mais voilà, assistant monteur, moi j'étais à peu près dans ces prix-là. C'est des chiffres en brut, mais voilà. Et du coup, effectivement, normalement, un chef monteur est payé plutôt dans les 289 euros en brut par jour. Soit du coup un salaire minimum hebdomadaire, donc ça c'est toutes les semaines. Donc ça, on va dire x3, x4, pardon. Donc ça fait dans les... je vais juste vérifier parce que là, comme ça, calcul mental avec la maladie, c'est compliqué. Mais voilà, x4, on est plutôt dans les 5000 balles par mois en brut. Mais voilà, là, encore une fois, c'est des salaires qui sont censés être faits pour les moments où t'as pas de taf à côté, etc. Où tu travailles du coup pour l'intermittente, donc c'est 3 mois par an. Donc voilà. Mais admettons même que tu enlèves 30% de la chose, donc fois 0,7, tu serais quand même plutôt autour des 3600 balles. Sachant encore une fois qu'il n'y a pas de télétravail, que je sais pas si ça met la quantité hebdomadaire de taf. Là, du coup, c'est du 40 heures. On assume à peu près du 40 heures. Mais voilà, quoi. Et c'est quand même des horaires qui sont plutôt... Là, en plus, pardon, j'étais dans le... pardon. Pardon, je me suis méprisé. Là, j'étais dans la grille fiction, qui est quand même une grille très spécifique au montage de cinéma. Au cinéma, il y a plus de thunes, ça vous le savez. Mais du coup, si on va dans la grille flux, hors fiction et flux, admettons qu'on est dans la grille de salaire la plus basse et qu'on est vraiment du coup à 1269 euros. Ça va pas changer grand chose, hein, mais admettons qu'on soit dans cette grille là et qu'on va regarder du coup combien c'est payé. Encore une fois, du coup, on va dire que t'es payé 30% moins parce que c'est pas de l'intermittence, tout ça. 3500 balles. Donc en fait, on n'est pas si différent que ça, mais quand même, là, j'assume déjà que c'est quelque chose d'assez regrettable que d'avoir un salaire aussi peu avantageux, que c'est vraiment assez dégueulasse. Et voilà, quoi. Tu pourrais préciser... Oui, bien sûr, je peux préciser c'est quoi flux. En fait, on estime qu'il y a deux contenus en audiovisuel, c'est le contenu de stock et le contenu de flux. Le contenu de stock, et quand je dis de l'audiovisuel, c'est surtout pour le contenu télévisuel. Le contenu télévisuel, ce qu'on va estimer, c'est qu'il y a du coup le contenu de stock, qui est le contenu qui peut être diffusé n'importe quand. Les téléfilms, les émissions spéciales, les émissions, le bêtisier, des trucs du genre, enfin, des trucs comme ça, qui sont des émissions qu'on pourrait diffuser continuellement, mais c'est surtout des téléfilms, des séries télé. Le contenu de flux, par contre, c'est des émissions qui... le lendemain seront déjà périmés. Le lendemain, on n'en entendra déjà plus parler. C'est le JT, c'est les news, c'est les émissions spéciales quand il y a des événements, c'est même, je sais pas, les matchs de foot, c'est énormément de contenu en fait. Beaucoup de contenu de la télévision sont du contenu de flux. Et donc là, les grilles du coup de flux, c'est les grilles... En fait, c'est les grilles télé, si vous voulez. C'est les grilles télé de... on va diffuser... typiquement aussi, on prend en compte un dîner presque parfait, qui sont des contenus mi-flux, mi-stock, parce que ça peut être réutilisé, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de ce qui est fait rapidement, quoi. C'est pour ça qu'on dit que c'est du contenu de flux, en fait. Moi, typiquement... je fais à la fois du contenu de flux et du contenu de stock. Je fais du contenu de flux quand je traite des actus récentes, quand je traite de ce qui vient de se passer, quand je traite des bingos, quand je traite des DDR sorties, mais en même temps, les bingos, je considère plutôt ça, moi personnellement, comme du contenu de stock, parce que les gens reviennent voir les bingos, les gens reviennent voir tout ce qui s'est passé, et c'est du contenu qui peut, sur la durée, avoir son audience. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer ça, c'est une distinction très précise en audiovisuel, qui est très importante, et généralement, d'ailleurs, ce qu'on va dire dans l'audiovisuel, c'est on va beaucoup vous former pour monter du contenu de stock, qui sont des contenus qui sera entre guillemets éternel, mais on va aussi vous former pour tout ce qui est contenu de flux, et notamment pour ce qui est contenu de flux tendu. Ce qu'on considère comme étant du contenu de flux, c'est généralement du contenu qui est fait pour être tourné le matin et diffusé dans l'après-midi. Typiquement, ce que vous voyez dans le JT de 13h, c'est des trucs qui ont été tournés le matin, monté vers 11h midi et prêt à être diffusé vers 13h. Alors, même un peu avant, vers midi 30, quelque chose du genre. Donc c'est du contenu qui est monté très très rapidement, et c'est monté vraiment en flux tendu, pour monter pour la journée ou le lendemain, quoi. Donc bon. C'est l'argent qui est payé... Non, c'est l'argent qui est payé... qui est pas payé à ta boîte, qui est payé à ta personne, en fait, tout simplement. Si tu montes pour YouTube, t'es en hors flux ou hors fiction. Le problème, c'est qu'on n'a pas tellement de grilles pour les secteurs en dehors de tout ce qui est... pour ce qui est, entre guillemets, sur YouTube. Là, typiquement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des secteurs assez précis qui font que
parfois ça peut être compliqué de se dire ok sur quelle grille je suis, tout ça, sur où est-ce que je suis, etc. Il y a des trucs de majoration évidemment et on sait pas exactement c'est quoi. Ah parce que attendez, je suis bête. En fait là c'est les grilles fiction. Donc en fait là c'est le contenu de stock et là c'est le contenu du coup hors fiction et flux. Je sais pas du coup ce que c'est mais bon voilà. Et effectivement du coup c'est dans quelle grille rentre YouTube, parce que YouTube c'est un nouveau marché. Généralement les gens sont plutôt en freelance dessus et appliquent pas la grille d'intermittence. J'ai rarement entendu des gens être payés en intermittence pour du YouTube, ça n'existe pas trop. Et généralement d'ailleurs on va y revenir, mais le paiement sur YouTube en fait c'est ridicule pour une raison très simple. C'est que les gens ne savent pas à quel point ils sont nécessaires et à quel point les gens ont vraiment besoin d'eux pour faire du montage. Donc c'est pour ça que y a beaucoup de clauses qui sont pas toujours respectées, les jours fériés, les week-ends. Généralement, on va demander à un monteur de monter le week-end sur YouTube, alors que souvent c'est censé être majoré, c'est censé être plus cher, etc. Donc c'est pour ça que à chaque fois, il y a beaucoup de biais en fait là-dessus. Donc voilà quoi. Et aussi les sujets du Trésor sont réutilisés pour... Ah oui, non mais les monteurs du Trésor, c'est les plus grosses... c'est plus fort. Hein. Pardon les gens, il y a eu un crash, il y a eu mon PC qui a explosé, blue screen, tout ça, mais... J'en étais où? J'en étais sur le fait que, effectivement, les grilles tarifaires pour les chefs monteurs, généralement, dans l'audiovisuel et dans l'audiovisuel vraiment sur YouTube, sur Internet, généralement, en fait, ne s'appliquent pas, tout simplement parce que c'est encore un nouveau métier, on ne sait pas encore comment c'est dirigé, on ne sait pas encore comment ça fonctionne, et donc, généralement, on va appliquer des prix au rabais, tout simplement parce que aucun YouTuber ne peut se payer un monteur au prix de l'audiovisuel, au prix vraiment des conventions collectives. Là je suis sur les conventions collectives, c'est censé être respecté. Alors déjà c'est pas tout le temps respecté, ça ok bien sûr, mais c'est censé être respecté, c'est censé être là peu importe ce qui se passe. Mais du coup ça c'est jamais vraiment respecté non plus, donc bon c'est pour ça que ça reste assez compliqué et que mine de rien aucune des conventions n'est vraiment respectée dans le cadre de YouTube. Un peu dommage quoi. On parlait des monteurs de JT, ok. Squeezie, j'espère, il paye au-dessus quand même. Bah, j'espère, évidemment, mais je ne pense pas. Je pense qu'il paye dans les prix de monteurs de fiction, quoi. Sachant que là, en plus, c'est les prix monteurs de fiction, mais il y a aussi beaucoup de coprod avec les États-Unis où les États-Unis ils payent tarpin cher. Vous imaginez bien, quand même. Vous imaginez bien que les États-Unis payent très cher certains monteurs et que c'est d'ailleurs là qu'il y a beaucoup de gens où ils ont de la thune grâce au paiement des monteurs des États-Unis qui viennent en France, des trucs du genre, quoi. Moi, je connais effectivement des monteurs états-uniens qui viennent en France, des trucs du genre, ou alors français qui vont aux États-Unis. Et effectivement, les monteurs français qui vont aux États-Unis, bah, ils peuvent se faire des couilles en or, vraiment des couilles en or, vraiment. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Donc c'est pour ça déjà juste le salaire, la grille de salaire, là, je suis pas trop in, quoi. Début 8 décembre, expérience plus de 2 ans. Ça aussi pareil, c'est compliqué parce que plus de 2 ans d'expérience en tant que chef monteur de vidéo YouTube, tu vas pas en trouver beaucoup, quoi. Je comprends pas ça, t'as un crack en monteur, tu le mets bien, tu le sécurises, c'est trop un boost pour ton contenu sur le temps long. Bah je pense que, en vrai, je pense que c'est surtout que l'économie de YouTube, encore une fois, les gens sont sous-payés par rapport à tout ce que ça pourrait rapporter. C'est-à-dire que vraiment, je pense que Squeezie, effectivement, peut-être qu'il rémunère bien, mais typiquement, pareil avec les miniaturistes, j'ai parlé ici des miniaturistes, plus précédemment, et les miniaturistes sur YouTube sont sous-payés, tous, quand tu appliques les mêmes grilles que pour des graphistes en freelance, des trucs du genre, quoi. C'est vraiment sous-payé de chez sous-payé. Et à côté, t'as des monteurs comme chez MrBeast où il dit ouais je peux payer du 10 000 balles la miniature, quelque chose du genre quoi. Après tu dis waouh c'est super bien payé. Mais en fait quand tu sais qu'il fait genre 100 itérations par miniature, des trucs du genre, ah, c'est énorme. C'est énorme mais c'est en même temps pas beaucoup du coup bien payé quoi. Donc bon. Chez miniaturiste, et oui c'est chaud, je suis tellement pas rentable. Bah oui, mais parce que le tarif c'est genre entre 20 et 50 euros la miniature, c'est très peu quoi. Des gars genre Potatoes en termes de créa et de qualité, je paye le gars, je veux qu'il aille nulle part ailleurs, mais bien sûr, bah, Potatoes qui se fait, enfin je crois qu'il fait des trucs pour Squeezie, notamment des génériques, des trucs du genre des jingles, oui bah c'est un truc où il est bien, j'espère qu'il est bien payé pour ça, j'espère, je sais pas s'il passe dans le coin, mais j'espère qu'il est vraiment bien payé quoi, donc bon.
Et éducation bac plus 3, pareil. Hein. Bac plus 3, t'es payé 2600 balles pour être chef monteur après 2 ans d'expérience. Déjà rien que ça, en dehors du fait que ça soit chef monteur de vidéos, etc., sans télétravail, c'est pas beaucoup. En fait, pour un bac plus 3 comme ça, en dehors de tout le fait qu'il faille... Enfin, pour moi, il faut plus de 2 ans d'expérience. Et pareil, ça se trouve pas non plus à tous les coins de rue, donc bon. Bref. En tant que chef monteur, chef monteuse, tu joueras un rôle clé dans la qualité et la cohérence visuelle des vidéos Fast Good Cuisine. Tu seras un référent technique et créatif au sein de l'équipe post-production. Tu travailleras en étroite collaboration avec la responsable post-production de l'équipe et les monteurs pour assurer une exécution fluide, exigeante et inspirante des projets vidéo. Ton rôle est de monter des vidéos à forte audience, d'accompagner l'équipe sur des points techniques et créatifs et de contribuer activement à faire évoluer nos formats YouTube. Ok, bon là c'est du gloubi-boulga un peu osef. Montage et post-production. Assurer le montage complet de vidéos à fort enjeu. Donc déjà, montage complet, waouh, ça assure beaucoup de choses quand même. Hein. Réaliser les opérations de post-production. Dérochage, montage, structuration narrative, habillage, effets, transition, sound design, mixage audio et étalonnage. Alors ça déjà, moi je suis désolé, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que normalement déjà, même dans une création visuelle, tu ne t'assures pas de tout ça. Alors évidemment, ce qui est demandé vraiment en termes d'étalonnage, on ne te demande pas de faire l'étalonnage à la Matrix, des trucs du genre, donc ça devrait aller. Mais vraiment c'est chaud, hein. Tout ce que ça demande ici, c'est vraiment très très chaud. Et c'est, pour moi, là il y a 4 tafs minimum là. C'est-à-dire que dérochage, c'est le taf de l'assistant monteur généralement, qui va dérocher, c'est-à-dire... Dérochage, en gros, c'est nommer les plans, c'est nommer les rushs et c'est dire que là, dans le plan, il y a ça. Et alors, pas nécessairement nommer les rushs parce que parfois, lors du montage YouTube, ça peut être genre juste un rush, mais c'est tout faire en sorte que pour que techniquement, le monteur, il ait juste à piocher ce qu'il veut frère, etc. et qu'il puisse aller sur la suite. Mais ça, généralement, c'est le taf de l'assistant monteur. Montage, structuration visuelle, ça, c'est le taf du monteur. Ça, pour le coup, oui. Structuration narrative, c'est le taf du monteur. Habillage, effet, transition. Ça, généralement, c'est plus des motion designers qui peuvent vraiment prendre ce rôle-là. Donc, déjà, là, on est à 3 jobs en quelques lignes. Sound design et mixage audio, ça, c'est un mixeur audio et un monteur audio. Donc, ça, à la limite, je le compte en un. Monteur son, mixage son, c'est vraiment... à la limite, je le compte en une personne, si vous voulez, mais ça pourrait même être compté comme 2 personnes. Et étalonnage, normalement, c'est un étalonneur. Donc en fait, il y a 5 boulots en un qui sont demandés ici. Et c'est pas juste un truc de, oui, mais là, on parle de chef monteur. Non. Chef monteur, normalement, il ne s'occupe que du montage. Vraiment. Garder la cohérence artistique et rythmique des vidéos selon les standards FGC et les Fast Good Cuisine et les tendances YouTube. Oui, bon, que ça soit dans les règles, quoi. Optimiser les exports et formats selon les exigences des plateformes. Ah, des plateformes en plus. Donc c'est-à-dire que il va devoir, j'imagine, sortir les exports aussi pour... Alors, je sais pas s'il fait des shorts, des reels, des trucs du genre, mais s'il sort un peu partout, c'est aussi, pareil, un autre taf. C'est aussi, généralement, c'est l'assistant monteur qui s'est aussi occupé du dérush, qui en fait, généralement, l'assistant monteur, il est là au début, en mode le dérush, et une fois que le montage est terminé, pour faire les déclinaisons dans les autres formats, tout ça. Donc ça, là-dessus, c'est autre chose, quoi. Préparer et effectuer les exports techniques destinés à l'étalonnage et au mixage audio, AF/OMF, XML, ProRes. Alors, bon, ça, oui, au niveau technique, en fait, c'est juste que ça met 4 méthodes pour 2 trucs, mais bon, vas-y. Le XML, en fait, c'est comme ce que j'ai mentionné plus tôt, l'EDL, c'est-à-dire que c'est les cuts que vous avez dans votre montage avec les rushs utilisés. C'est ce qui est ultra pratique si vous voulez passer votre montage à quelqu'un qui a déjà les rushs sans avoir à envoyer tout le montage et qui puisse en plus modifier ça. Le ProRes, c'est une version en très haute qualité. AF/OMF, c'est 2 trucs qui sont comment dire, pour pouvoir faire du mixage son. Donc là, déjà, du coup, je comprends pas trop parce que s'il réalise toutes les opérations de post-production, pourquoi est-ce qu'il est censé faire les exports techniques pour, justement, pour lui-même, du coup, pour lui-même ou pour d'autres personnes, ça je sais pas trop. Faudrait voir dans les vidéos de Fast Good Cuisine, est-ce qu'il crédite, qu'est-ce qu'il crédite en fait comme personne. Moi, je vais regarder vite fait la dernière vidéo, on va résumer de Fast Good Cuisine. On va regarder ça tous ensemble, on va regarder c'est quoi qu'il crédite sur sa toute dernière vidéo. Alors, je teste 50 minutes de film, allez, on va regarder ça. Beaucoup d'effets déjà rien que dans 5 secondes, mais vas-y, on va regarder s'il crédite. Déjà, est-ce qu'il crédite des gens?
Non. Donc, rien que ça, c'est déjà un peu un problème de ne pas créditer les gens. Enfin, ne serait-ce que le fait que tu aies participé à une œuvre, et même si tu es en CDI, tu es censé créditer les gens. Squeezie crédite les gens, hein. Pour le coup, Squeezie crédite les gens. Je crois même que Joyka crédite les gens aussi. Voilà, en mode producteur, monteur, direction artistique, idée gâteau. Voilà, il faut créditer ça, visiblement. Et sinon, c'est relativement en plus une équipe assez réduite, mais... Ah oui, par contre, il y a beaucoup de comédiens, ça généralement c'est ce qui prend beaucoup. Mais zéro crédit, c'est quand même assez douloureux parce que, admettons, demain, t'as la personne là qui, euh, qui se barre de chez Fat Good Cuisine. Comment il prouve que c'est lui qui a monté cette vidéo là? C'est vraiment assez dégueulasse. T'as quoi? Adel Fugazi. Pourquoi lui il y a un crédit comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait sur la vidéo? Qu'est-ce qu'il a fait sur la vidéo? Qu'est-ce qu'il a bossé dessus? Ah oui, c'est l'invité. En fait, il va créditer, parce que j'imagine du coup que c'est un invité qu'il avait dans sa vidéo, avec du coup là une centaine de figurants, j'imagine. Enfin, j'imagine que c'est un truc en mode Squid Game. Pourquoi il crédite que lui et pas tout le reste de son équipe en fait? Ça, je trouve ça dégueulasse. Ça, moi, je suis désolé. Autant j'ai des trucs à reprocher où je suis en mode ouais, bon, c'est pas assez précis tout ça. Ça, c'est dégueulasse. Vraiment de ne pas créditer les gens, ne serait-ce qu'à la fin de la vidéo, des trucs du genre. Je sais pas qui a monté la vidéo de Fast Good Cuisine. Je suis désolé, mais c'est dégueulasse quoi. Fast Good Cuisine, monteur. On va admettre ça. On va admettre que voilà, on va regarder s'il a un monteur. Bon, du coup, il y a des offres et tout. Non, c'est pas crédité. Là, du coup, il y a quelqu'un qui est sur un site qui s'appelle Les Bons Freelance qui, visiblement, du coup, est cadre monteur pour une chaîne de cuisine, Fast Good Cuisine. Mais peut-être que c'était il y a longtemps. 300 € au jour, c'est pas beaucoup, mais vas-y. Voilà, sinon, c'est assez catastrophique. Et je trouve qu'effectivement, il faut créditer les gens, quoi. Faut vraiment créditer les gens. Ça, c'est dégueulasse de pas les créditer. Faut pas se dire non mais les autres le font pas, en plus parce que les autres le font, c'est-à-dire que tu regardes Squeezie, encore une fois, Squeezie il crédite ses monteurs, Squeezie il crédite, en plus je crois qu'il a des assistants monteurs et tout, des trucs du genre, j'imagine pas l'assistant à montage c'est Squeezie, mais je crois que Squeezie il crédite un peu tout le monde quoi, et tu regardes, tape qui est l'imposteur, on va regarder ça rapidement, et on va regarder dans les commentaires, il y a la prod, il y a les invités, chef monteur intégration, donc les motion designers, graphiste, étalonneur, miniature. Il n'y a pas de mixeur son. Pourtant, il y a un ingé son. Il y a un seul ingé son, putain, wow, qui a dû s'occuper de tout, c'est fou ça. Il y a des assistants de post-production, des chargés de post-production aussi, essentiels, hein, ces personnes-là. Et après, il y a la liste d'invités et il y a la liste des moyens matériels pour tout faire. Je suis désolé, mais c'est pas pro. C'est pas pro vraiment de ne pas créditer les gens, c'est vraiment dégueulasse. Donc bon. Être un point d'appui pour les références techniques et accompagnement, être un point d'appui pour les monteurs sur les aspects techniques, workflow, effets, logiciels, organisation de projet. Oui, bon, ça c'est épauler les gens, ok. Participer à l'amélioration technique continue des process internes et des templates de montage. Ok. Oui, bah ça, il le faut. De toute façon, il faut continuellement être in pour savoir tout ce qui se passe, etc. Ça, ok. Collaborer avec la responsable post-production sur la qualité finale des vidéos, oui. Veille et créativité. Assurer une veille constante sur les tendances YouTube et les innovations en montage. Ouais, bah ça, il faut avoir de la culture. Ça, c'est un vrai truc où, quand t'es monteur, il faut avoir de la culture pour justement voir c'est quoi qui se fait également ailleurs, etc. Vas-y, en vrai, c'est assez legit. Et pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Être force de proposition sur des nouveaux styles, oui, bon, ça, c'est vraiment... c'est assez dégueulasse, mais bon, vas-y, pourquoi pas. Expérimenter des approches créatives adaptées à notre audience et à nos marques, oui, ok. En plus, c'est giga technique d'être un bon monteur YouTube, la vérité, sinon t'es vite ringard. Ah, mais oui, bien sûr. Ah, ce que nous offrons chez Fast Good Cuisine, waouh. Snack et boissons Pops à volonté au bureau. Événements d'entreprise réguliers tout au long de l'année. Séminaire annuel d'équipe. En plus, oh, ça c'est une contrainte. Moi je suis désolé, c'est une contrainte. Hein. Épargne salariale, chèque vacances, transport public remboursé à 50%, mutuelle prise en charge à 50% par l'employeur, matériel informatique fourni. Oui, alors à chaque fois, après ça c'est un vrai truc où tout le temps, c'est, voilà, ils mettent en avant les obligations légales, tout ça. Vraiment, hein, c'est dégueulasse. Même pas des réductions chez Pepe Chicken, non mais c'est fou quoi. Oui, est-ce que t'as envie de venir parce que t'as des snacks quoi. Mais ça, ils le mettent en avant pour baisser
le salaire, quoi. C'est normal, hein. Ils le font tout le temps. Profil recherché. Excellente maîtrise de Premiere Pro, After Effects, Audition et Photoshop. Audition? Ils font leur mixage sur Audition. Alors ça, c'est les broadcasts qui font le mixage sur Audition parce que c'est dans la suite Adobe plutôt que de se payer une licence Pro Tools et un vrai truc, quoi. Mais bon, ça c'est les broadcasts. Expérience solide en montage, au moins 3 ans d'expérience sur des chaînes à fort trafic ou contenu similaire. Alors précédemment ça demandait plus de 2 ans, mais bon vas-y, au moins 3 ans. Connaissance des exports techniques, ça oui, ok. Les OMF, c'est un truc, c'est vieillard, c'est ringard vraiment comme type d'export, mais bref. Excellente compréhension des codes narratifs, oui, curieux, exigeant, créatif et bon, et capable de travailler avec rigueur dans un environnement dynamique, bon communicant, bonne communicante, collaboratif et constructif dans des échanges d'équipe, capacité à travailler en autonomie sur des projets de bout en bout, ça vraiment, ça c'est red flag hein, les gens. Aisance avec les retours multiples, utilisation maîtrisée d'un Mac, Apple, bon. C'est quand même à la fin que ça met que c'est dans un environnement Apple et qu'il faut maîtriser l'environnement Apple, quoi. Donc bon. Sûrement pour ça, pas de télétravail pour justifier le salaire car ils te donnent des snacks et tout. Bah oui. Déroulement des entretiens, call RH, test technique, entretien avec notre responsable post-production, entretien de validation avec un membre de la direction. Putain. En plus, c'est en 4 étapes, les gens. En 4 étapes pour moins de 2000 nets par mois. Hein. Je pense qu'il faut se rappeler de ça. Hein. C'est en 4 étapes pour moins de 2000 nets par mois. Hein. C'est-à-dire que là, la rémunération, c'était 32K. Hein. C'est 32K, ça fait 2500, 2600 mensuels bruts et ça fait moins de 2000 nets par mois. Hein. C'est pas énorme. Hein. Sur Paris, en plus, c'est pas énorme. Hein. C'est pas génial non plus. Hein. Donc bon. Envie d'en savoir plus, bon ça je m'en fous. Tac, l'envoi d'un CV est obligatoire. Télétravail pas possible. CDI. L'aide de motivation obligatoire. Vraiment, enfin, je suis désolé, mais c'est une des pires forces de proposition là en tant que monteur. Sachant que j'ai trouvé bien pire sur ce même site, hein, mais c'est quand même une des pires, mais c'est vraiment pas terrible. Alors, les gens, c'est vraiment pas terrible. Donc bon, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils cherchent le dernier séparé. J'imagine. Enfin, vraiment, c'est assez dégueulasse, surtout que c'est une chaîne qui doit en vrai brasser des millions, avec en plus les chaînes de fast-food à côté, des trucs du genre. Le fait que ça génère des millions de thunes à droite à gauche, enfin vraiment c'est assez déplorable. Et je trouve que c'est une des pires fiches de poste que j'ai pu voir en tant que monteur et que j'ai pu voir en tant que personne qui a pu rechercher du montage. Les chaînes elles font des millions de vues à chaque fois, enfin les vidéos elles font des millions de vues à chaque fois, ça doit générer vraiment à balle de thunes. En plus il y a des OP, en plus il y a machin, genre vraiment ça doit vraiment générer beaucoup de thunes, mais juste c'est payé 2 euros quoi, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. C'est nul à chier quoi, c'est vraiment nul à chier comme demande et je suis assez surpris qu'il ait pas supprimé ça, donc bon. 20 shorts et TikTok, c'est vrai ça? C'est vrai qu'il fait autant de... Enfin, je sais pas si t'exagères là-dessus, mais bon. Toi, tu jugerais que c'est quoi l'annonce qu'il aurait dû faire en cohérence avec ce qu'il demande? Alors déjà, télétravail autorisé, limité en mode 2 jours par semaine, peut-être, un truc du genre. Possible, tu vois, je sais pas trop. 2-3 jours... allez, on va dire 2 jours par semaine pour un peu faire des compromis. Et salaire, la vérité, 2 fois plus. La vérité, enfin, quasiment 2 fois plus, je pense, en vrai. En termes de brut net, pour vraiment avoir un truc au moins du 3000 balles net. Au moins du 3000 balles net, je sais pas combien ça vaudrait. Au moins ça. Tout le reste, après, c'est des exigences. Ça mentionne pas le nombre d'heures par semaine, d'ailleurs. Red flag aussi. Mais j'imagine qu'on est sur du 35-40 heures. J'espère qu'on n'est pas sur du 44 heures. Ça serait vraiment dégueulasse. Et surtout, je pense qu'en vrai... Au moins, ouais, du 3000 balles net, quoi. Au moins du 3000 balles net. Pour être un peu solide sur ses appuis. Et télétravail, bac plus 3. Bac plus 3, à la limite, je comprends, même si l'utilité de mettre un bac plus 3. Hein. Vraiment l'utilité, sachant que c'est pas mentionné après, j'imagine que c'est juste qu'il a rempli comme ça. Et qu'en vrai, il recherche surtout un crack qui a beaucoup d'expérience. Vas-y. Mais en vrai, bac plus 3, en plus, c'est assez dégueulasse parce que du coup, les gens qui sont comment dire, qui sont formés sur du montage, c'est généralement des gens qui ont fait un BTS, qui ont ruiné leurs parents pour faire un BTS et c'est tout quoi. Et moi, ils donnent des horaires par semaine, mais tu fais au moins 15 ou 20 heures sup par semaine non payées. Non, ça, je pourrais pas trop juger. Je pourrais pas trop juger non plus. 15 ou 20 heures, ça me paraît beaucoup par semaine.
Après, si c'est des heures sup payées, ça à la limite, ok. Mais voilà, mais c'est surtout, faut en être clair sur l'ambiance de travail. Et moi, là où je vais beaucoup juger, c'est que du coup, il y a cette vidéo qui est sortie de Secret de Monteur Pro, euh, qui a une chaîne qui a un roasting sauvage. Enfin voilà, il a 10 000 noms différents. Enfin voilà. Fast Ah, mais c'était vraiment trop fort. Mais voilà, moi ça m'intéresse un peu de voir ce qu'il a à en dire parce que lui, bah, c'est vraiment un pro du montage, qu'il a travaillé avec beaucoup de gens et tout, et qui voit à peu près un peu plus, je pense, l'économie de YouTube, quoi. Fast Good Cuisine. Normalement, si tu vis pas sous terre, t'as pas pu rater le drama avec Oui. la petite annonce ici, Fast Good Cuisine. On cherche un crack du montage. Si Il a fait cette une vidéo timeline sur, première il a fait une vidéo sur Régé, c'est vrai. pro ne te fait pas peur, t'es la personne qu'il nous faut. Et la grosse timeline de tueurs, bam bam Ouais. bam. Et tout à coup, c'est le drame des tas de gens qui se plaignent. Les gens trouvent que c'est pas assez cher payé en fait. Et Oui. ils ont peut-être raison, hein? Est-ce qu'ils ont raison? Ah oui. Je vais essayer de répondre à cette question et donc pour le coup, je vais roaster une petite annonce. Alors la petite annonce, Alors. la voici. Boum, le poste. En tant que chef monteur, tu joueras un rôle clé dans la qualité et la cohérence visuelle. En plus, sans mentionner le fait que, enfin moi je fais pas de mépris là-dessus, mais c'est pour du fast good cuisine. C'est vraiment, enfin voilà quoi. Sur Régé, il a montré avec un exemple que Régé ne critique pas, mais il se contente de décrire. Ah oui, non mais ça c'est sûr, hein. Des vidéos fast good cuisine. Et là, on va s'arrêter sur le premier terme intéressant. Chef monteur. Pourquoi ce terme il est intéressant? Oui. Parce que le mot chef monteur, il n'est pas anodin. Il rattache la fiche qui est ici à un corps de métier précis et à une ligne sur une grille de salaire. Le chef Oui. monteur n'est pas un monteur. Le monteur, il est payé moins cher, et le chef monteur, c'est payé un peu plus. Oui, normalement quand même, parce que ça, typiquement, aussi un autre truc hein, par rapport à ta demande Mao Big Schlong, mais si s'il était honnête, ça serait un monteur. Ça serait un monteur sur les vidéos et tout. Parce que en vrai, même payer 3000 balles net, t'es pas non plus chef monteur, hein, t'es monteur. Hein, et t'es monteur bien, mais t'es monteur. Genre vraiment. Plus cher. Cette grille de salaire, on va la regarder tout à l'heure ensemble parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la convention collective des métiers de l'audiovisuel. Mais on va continuer un petit peu. Tu travailles en étroite collaboration avec la responsable de la post-production. Post-production. À chaque fois, je vais m'arrêter sur les mots importants qu'il faut bien retenir parce que c'est eux qui vont nous aider à savoir. C'est pas juste des termes qu'il faut balancer dans le vide, hein, c'est vraiment des termes qui sont très importants, qui sont cadrés, où légalement il y a un cadre de travail là-dessus. C'est pas juste des termes qu'on peut balancer comme ça en mode il y a une responsable de post-production, un responsable de post-production, une responsable de post-production. Qu'est-ce que t'en fais en fait? Et sur quoi il va s'occuper si c'est toi qui fais tout aussi? Genre, ça pareil, c'est trop compliqué. Hein. Dans quel cadre ce poste est proposé? On est dans une boîte structurée avec une post-production. On se rapproche de la boîte de prod. Ensuite, Oui. le reste, je le passe. Ton rôle, c'est de monter des vidéos. En gros, tu dois monter des vidéos YouTube et connaître le La fonctionnement. capture de mon YouTube, ça cade un peu. Est-ce que c'est si un problème que ça, vu que là, ça refait de toute manière une partie de ce qu'on a vu précédemment. Des vidéos YouTube, pas de problème. Et là, on va rentrer dans le dur. Mission principale. Montage et post-production. Toujours un peu les mêmes terminologies qui sont issues de mon corps de métier. Assurer le montage. Après, à la limite, le truc, c'est que beaucoup de gens mettent montage et post-production pour désigner l'un ou l'autre. Enfin, voilà. Moi, je suis diplômé j'ai un master montage et post-production. Pour autant, j'ai beaucoup fait de la post-production plus que du montage. Mais, vas-y. Les gens confondent ces deux termes et mettent ces deux termes dans le même panier. Enfin, voilà. Compléter des vidéos à fort enjeu, normal. Réaliser des opérations de post-production. Dérochage, montage, structuration narrative. La structuration narrative, ça n'est pas de la post-production. C'est plutôt du ressort d'un réalisateur ou d'un chef de projet. Donc, Alors après, il y a aussi un truc, c'est que évidemment la structuration narrative, normalement elle t'est donnée par les rushs et tout. Le truc c'est que sur YouTube c'est tellement compliqué aussi de faire une vraie structuration narrative. Typiquement il y a des vidéos que vous avez peut-être déjà vues, notamment la vidéo les pauvres versus les riches dans Minecraft, où en fait la structuration narrative vient du montage. Et ça nécessite évidemment qu'il y ait un réalisateur, mais en fait, sur YouTube, les réalisateurs, ça n'existe pas trop. C'est des réalisateurs en termes techniques de comment faire la vidéo en tant que telle. Mais les réalisateurs sur des vidéos de fast food cuisine, je pense que ça n'existe pas trop. C'est pour ça que je pense qu'à ce niveau-là, la structuration narrative, c'est pas le truc qui m'a le plus choqué. Où je me suis dit, ouais, bah effectivement, si tu structures narrativement avec des petits éléments que tu as pu voir, etc., des petits zooms par endroit, de ce que tu as pu repérer. Ok, mais en fait, c'est aussi qu'un monteur, il est laissé pour compte avec ses rushs et que c'est lui qui invente aussi l'histoire qu'il veut montrer, quoi. déjà, on commence à demander beaucoup à ce poste de monteur. Habillage, donc habillage, normalement, c'est plutôt un travail de graphiste. Ouais. Effet, transition, sound design, mixage audio
et étalonnage, 2 métiers de plus. Ouais. Donc en gros, là, dans cette annonce, on va demander à quelqu'un de remplacer 5 personnes. Au Ouais. minimum. Pourquoi pas. Garantir la cohérence artistique et rythmique des vidéos selon les standards FGC et les tendances YouTube. Bon ça, il se répète un petit peu, on a compris. Oui. C'est des vidéos YouTube. Profil recherché. Et ça va être intéressant. Excellente maîtrise de Premiere Pro, After Effects, Audition, Photoshop, la suite Adobe. Expérience solide en... Ça pareil, je l'ai pas relevé, mais excellente maîtrise de Photoshop. A priori, un monteur a juste besoin de savoir connaître Photoshop, parce que excellente maîtrise de Photoshop, moi je m'attends à un turbographiste. Hein. Vraiment, enfin, turbographiste. Hein. Mais globalement, je me dis que quand même, excellente maîtrise de Photoshop pour un monteur, a priori, t'as juste besoin de savoir connaître comment ça marche Photoshop. C'est tout. Genre vraiment, t'as pas besoin t'as besoin de savoir comment ça marche pour pouvoir rentrer dedans si jamais le graphiste a fait une erreur et que tu dois remplacer un truc, tout ça. Ok, mais t'as pas besoin non plus d'une excellente maîtrise de Photoshop généralement pour être un bon monteur. Montage YouTube, au moins 3 ans d'expérience sur les chaînes à fort trafic, contenu similaire. Donc ce n'est pas une annonce pour les débutants. Ça va avoir son importance aussi. Connaissance des exports techniques, AF, XML, OMF, ProRes. Alors, là, cette phrase-là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pas la comprendre. Alors j'explique. AF, XML, OMF, c'est des formats d'échange. Ça va permettre d'envoyer notre timeline qu'on a fait en montage à différentes personnes pour qu'ils puissent travailler dessus. L'AF et l'OMF, en général, on envoie ça à un ingénieur du son, comme ça il va récupérer notre timeline son et pouvoir la mixer. Alors que le XML, ça va permettre d'envoyer notre timeline à un étalonneur qui va étalonner. Et le ProRes, c'est un format d'export assez lourd, costaud pour pas perdre de la qualité. En général, c'est pour faire les PAD, donc les prêts à diffuser, donc l'export final. Ça peut être aussi utilisé, moi j'ai déjà utilisé du ProRes pour faire des exports pour l'étalonnage. Ça peut être aussi utilisé comme ça. T'exportes en fait toute ta timeline en ProRes. C'est généralement quand la personne à côté, que l'étalonneur n'a pas les rushs, t'exportes le ProRes. Alors en fait t'as deux méthodes, soit t'exportes l'XML avec les rushs, soit t'exportes le ProRes avec du coup ta timeline terminée. Ça m'est déjà arrivé d'exporter du ProRes pour de l'étalonnage. Et effectivement, ça peut être du ProRes pour le PAD, le prêt à diffuser, pour la version finale. Donc tout ça, ce sont des termes qui sont issus du milieu professionnel de l'audiovisuel, notamment en télévision, pub et film institutionnel. Ensuite, on continue. Excellente compréhension des codes narratifs visuels YouTube, on a compris. Alors, curieux, exigeant, créatif, capable de travailler avec rigueur dans un environnement dynamique, bon communicant, En fait, on cherche un boy scout, on cherche un super monteur, on cherche Cyril. Cette fiche, ce qu'elle raconte, c'est qu'on cherche quelqu'un comme moi, qui a ces connaissances-là. J'ai un peu plus que 3 ans d'expérience, mais en gros, moi, je pourrais postuler à ce genre de poste. Donc ça veut dire que là, on me demanderait d'être payé. Alors, on va regarder le salaire. 32K à l'année. 32K à l'année, ça fait combien? Allez, on regarde. 32K divisé par 12, 2666 € brut par mois. Donc en gros, ça va donner un net un petit peu supérieur à 2000 € pour un poste de chef monteur ultra exigeant. Ça fait pas beaucoup. Sachant que la médiane des salaires en France, c'est autour des 2000 €, hein, bien sûr. Donc en fait, il serait dans la médiane des salaires mensuels en France. C'est pas beaucoup vu les exigences que ça demande. Surtout quand Et sans shade envers les métiers qui sont en dessous de leur médiane, des trucs du genre qui sont sous-payés également, bien sûr. Mais avec tout ce que ça demande là, sachant que encore une fois, il n'y a pas de grille horaire, c'est pas beaucoup. On connaît le milieu de la prod. Comment se passe une journée classique quand on travaille dans la prod? On arrive le matin pour travailler. Quand on met un pied au boulot, on ne sait pas précisément à quelle heure on va partir. Parce qu'on partira quand le boulot sera fait, parce que il y a des deadlines. Et donc, si c'est pas prêt, tu vas rester plus longtemps, parfois jusqu'à 21h, 22h, c'est gentil. Minuit, 1h, 2h du matin, pour livrer dans les temps. Donc ça fait partie des aléas du métier. C'est pas grave, on fait avec. Mais c'est pour cette raison que là, la paye, elle suit pas. En fait, tu peux pas dire à quelqu'un que tu vas le faire travailler à ce point-là et le payer aussi peu. Surtout que on est dans un corps de métier où on respecte le code du travail un petit peu en fonction. Oui, voilà, c'est un peu ce truc où le code du travail, c'est tu t'arranges un petit peu et puis voilà quoi. Du sens du vent. Et donc, il y a très peu de chances d'avoir des heures sup. Donc, on préfère quand même avoir un salaire conséquent. Et justement, combien serait un salaire conséquent? Eh ben, pourquoi j'ai insisté sur tous les termes un peu professionnels? C'est parce que tous ces termes, ils rattachent cette annonce au milieu audiovisuel. Et dans le milieu audiovisuel, il y a la convention collective qui fixe des minima pour les salaires des gens. Alors ces minima, quels sont-ils? Alors voilà la grille de la convention collective, je vais pas vous la montrer, il y a énormément de métiers, mais ici on retrouve bien le chef monteur. Et combien est payé un chef monteur? Alors toutes les lignes qui sont là, elles correspondent à différentes choses. Le plus important pour moi, ça va être ici, c'est le tarif journalier
pour une journée de 8 heures. Donc en gros, 279,33 € brut pour 8 heures. Ici, c'est pour 7 heures. Et là, c'est les tarifs à la semaine pour 7 heures et pour 8 heures. Et là, ici, on a le montant minimum qu'on doit payer un chef monteur quand il est en CDI. Parce que même si c'est un CDI, ça tombe dans le cadre de la convention collective. Alors la question à se poser maintenant, c'est... Après, c'est très peu cher, quand même. Moi, j'aurais estimé que ce serait plus haut. Sachant que là, c'est des conventions collectives minimum. Minimum, hein, vraiment. Et là, du coup, c'est en dessous des conventions collectives. Hein, mais quand même très en dessous. Quand même très, très en dessous. Est-ce que Fast Good Cuisine est une boîte de prod et doit se conformer à la convention collective des métiers de l'audiovisuel? On regarde. Alors j'ai fait quelques petites recherches sur la société Fast Good Cuisine et là je découvre qu'en fait c'est pas du tout le cadre légal dans lequel la société se trouve. Donc la société Fast Good Cuisine n'est pas obligée de respecter les accords de la convention. Ah, c'est des bâtards. C'est des bâtards parce qu'ils ont du coup un code APE différent, donc ils sont dans une autre cadre. Oh là là, c'est des bâtards. Collective des métiers de l'audiovisuel, sauf que l'embauche d'un chef monteur à plein temps impose à la société de respecter la convention collective correspondant à l'activité exercée, généralement celle de la production audiovisuelle si le salarié travaille sur des vidéos ou des contenus audiovisuels. Donc cette offre d'emploi. Donc en fait, dès que vous engagez des chefs monteurs, peu importe que vous fassiez, que vous soyez restaurateur, que vous soyez n'importe quoi comme corps de métier, vous devez respecter la convention collective. Peu importe le métier que vous êtes en fait. Elle tombe bien sous le coup de la convention collective des métiers de l'audiovisuel, comme je m'y attendais depuis le début. Alors le salaire, est-ce qu'il respecte la convention collective? Oui, si c'est un CDI, pas de problème. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est que pour quelle raison la boîte, elle préfère mettre un CDI que d'employer quelqu'un en intermittent? C'est évidemment pour faire des économies. Donc ça va dans le sens de la boîte, on peut pas leur reprocher, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, la personne qui doit accepter ce poste doit pouvoir se poser la question. Parce que pour quelle raison elle accepterait un CDI plutôt que d'être payée en intermittent? Et ouais, c'est souvent d'ailleurs le problème derrière les CDI, c'est que quand t'es payé en intermittence, déjà t'as plus de liberté, t'es comme un freelance finalement. Donc ça veut dire que si le projet te plaît pas au bout de 2-3 jours, tu peux dire je me cache, je bosserai plus jamais avec vous, vous êtes des merdes. Et au moins t'as touché tes 2 jours. Mais ou alors tu dis, ou alors une fois que le projet est terminé, tu dis bon, je bosserai plus jamais pour vous par contre, hein, vraiment, voilà. Mais le truc c'est que quand t'es en CDI, c'est beaucoup plus dur. Alors je comprends la peur de ne pas avoir de travail, j'en suis passé par là quand j'étais plus jeune, mais si tu fais bien ton travail, on te rappellera. Ça a toujours fonctionné comme ça, d'autant plus que tu peux en plus aller chercher du travail ailleurs pendant ce temps-là quand tu es intermittent, pas quand tu es en CDI, évidemment. Pourquoi je vous donne toutes ces informations? La raison elle est simple, c'est parce que vous ne les connaissiez pas. Comment faire un choix éclairé quand on ne connaît pas un petit peu les données? Donc je vous explique un petit peu tout ça pour que vous puissiez juger le pour et le contre. Puisqu'on est d'accord, c'est pas assez cher, ça devrait être plus élevé. Moi avec mon tarif avec 279 € par jour, 280 à la louche, et ben je gagne le double. Démonstration. 280, et on va le multiplier par 23, qui est le nombre de jours ouvrables dans un mois. 6440 € brut par mois, c'est plus du double. Et ça, c'est les salaires que je touche quand je travaille un mois complet. Quand j'ai voulu expliquer ça sur les réseaux ce week-end, je me suis pris des gens sur le dos comme ça qui sont venus m'expliquer la prod comme s'ils s'y connaissaient mieux que moi, c'est ambitieux mais pourquoi pas, et qui me reprochaient d'être malhonnête parce que j'essayais de comparer un tarif en CDI avec un tarif en freelance. Eh les gars, un intermittent du spectacle, c'est pas un freelance, c'est un salarié. C'est pour ça qu'il est dans la... Il a un peu plus de liberté en tant qu'un CDI, mais c'est pas non plus un freelance parce que typiquement, il prend des contrats. C'est des contrats à durée déterminée dits d'usage. C'est des CDD en fait, tout simplement. La même grille que le tarif en CDI. Dans les deux cas, on a des fiches de paye. Donc je compare bien la même chose puisqu'on parle bien de la même ligne, le même métier, chef monteur, et de deux façons différentes de le rémunérer. Une qui tient compte du fait qu'on va avoir des horaires extensibles et que peut-être par moment on n'aura pas de travail, l'intermittence du spectacle, et une autre qui donne la sécurité de l'emploi, et là c'est le CDI. Donc pour faire le choix de ce qu'on préfère, il faut le savoir. Les freelances, c'est autre chose. Les freelances, ils fixent eux-mêmes leurs propres tarifs. Et d'ailleurs, j'encourage aussi les freelances à savoir ce que vaut une journée de montage. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Moi, typiquement, quand je suis en freelance en tant qu'assistant monteur, je suis payé 350 € brut par jour. Ça veut dire quand même que, effectivement, ça vaut à peu près autant que si je suis à l'employeur que si je suis engagé en tant qu'intermittent.
je me fais un poil plus de thunes quand je suis en freelance, mais j'ai pas toute la sécurité de l'intermittence, etc. Donc c'est sûr que c'est autre chose. Mais quand je suis en freelance, je demande à peu près ça, parce que bah, c'est ce que ça vaut une journée de montage, à peu près, en tant que freelance. Parce que un freelance qui bosse pour une société de production, normalement c'est pas permis, il me semble, mais ça arrive. Si il Ça arrive. accepte de se faire payer, mettons, 200 ou 300 euros la journée, il se fait voler. Un monteur qui est payé 280 euros brut jour, il coûte quasiment le double à son employeur à la journée. C'est le super brut comme on appelle ça. Donc en gros, il faut se dire qu'un monteur à la journée pour une société de production, c'est minimum 500 euros. C'est une information intéressante quand même à savoir. Ça va vous permettre de savoir quand vous êtes bien payé ou non. Parce que les tarifs qui sont dans la grille de la convention collective se contrefichent de savoir si vous êtes débutant. Ce sont des minima. On peut être payé plus. C'est un petit peu notre SMIC à nous. C'est toujours bon à savoir, non? Quand vous allez négocier une offre d'emploi. Sa vie, hein, bah... Ça va. Après, c'est aussi qu'il y a moins de taf. Enfin, voilà, c'est fait pour pouvoir pallier au fait de... Pour pouvoir pallier au moment où il y a beaucoup moins de taf, des trucs du genre. Au final, ce qui compte, c'est que vous ayez les informations. Donc, dans la description, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez consulter un petit peu. Tout à fait. Et moi, j'avoue que... Alors, cette grille-là, elle est très complexe, elle est très dure à regarder, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, chef monteur, tu regardes... Alors, il y a chef monteur spécialisé aussi. Et effectivement, la base... Sachant que là, c'est une base 35 heures aussi, pour les CDI, tout ça. Je me demande si c'est vraiment du 35 heures, mais c'est une base 35 heures. Et je me dis que, en soi, si c'était en base 39 heures, ça mériterait dans du 3000, ça mériterait un peu plus, enfin voilà quoi. Les gros monteurs, ça doit bien toucher, mais après, normal, c'est un taf giga important. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, c'est des tarifs minimales. C'est vraiment des tarifs minimales, sachant que, voilà, pour des CDDU par mois, sachant que c'est moindre du coup, ça doit valoir dans les 4000 balles si vous bossez tout un mois entier en tant que monteur, en tant que chef monteur dans une boîte, vous devriez toucher à peu près dans les 4800 balles en 39 heures. Donc c'est quand même beaucoup, mais bah, c'est ce que ça vaut, c'est ce que ça vaut vraiment quoi. Et du coup, effectivement, en CDI, ça vaut moins évidemment parce que tu as la sécurité de l'emploi, tout ça. Mais ça vaut ce genre de prix-là, quoi. Un peu tout ça parce qu'il y a d'autres métiers. Il y a les assistants monteurs, il y a des monteurs spécialisés, il y a les gens qui font des effets spéciaux, les chargés de production. Enfin voilà, c'est toute une liste de métiers. Elle est longue comme le bras. Et bah... Sachant que là, qu'est-ce qui empêche d'appliquer la grille de chef monteur spécialisé? Parce que t'es spécialisé sur YouTube. Genre vraiment, qu'est-ce qui empêche d'appliquer cette grille-là qui change pas grand-chose en termes de CDI, mais sur plein d'autres trucs, ça change du tout au tout. Tu rajoutes quasiment 500 balles. Donc c'est pour ça que il faut pas non plus se dire que même en comptant juste chef monteur, c'est résolu quoi. Parce que si on regarde, voilà, assistant monteur, il y a assistant monteur spécialisé aussi. Pareil, ça change pas grand chose en termes de convention collective, mais 1800 euros en tant que salaire minima, c'est pas énorme, mais bah, c'est bien moins que si tu engages un monteur en intermittence quoi. Sachant qu'en intermittence, évidemment, tu payes plus aussi. Connaissez vos droits les gars, pour les faire appliquer, c'est important. Et si vous avez des questions Très sur le bonne statut vidéo. d'intermittent du spectacle ou sur la convention collective, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Comme vous le savez, Je la mets dans le chat. lis les commentaires et je réponds. Ça va me donner beaucoup de boulot, mais bon, j'ai signé, c'est pour en chier. Ah, et petit message pour les gens qui sont venus attraper ma veste sur Twitter. Je suis intermittent depuis plus de 20 ans. Je sais un petit peu de quoi je parle. Donc quand vous venez attraper ma veste pour m'expliquer que je raconte n'importe quoi, que j'ai pas compris, et que je compare n'importe quoi, vous vous couvrez de ridicule. Si vous savez pas, faites pas les experts. Demandez. Moi, je suis sympa, je vous répondrai, les gars. Mais faites pas les stars, vous en êtes pas. Il a eu plus de 450 messages sur sa vidéo. Oui. Non, mais je suis content que sa vidéo, en plus, elle marche parce que, mine de rien, c'est une super vidéo, qu'elle est vraiment chouette à voir. Et en vrai, effectivement, c'est une très très bonne vidéo. Moi, je vous invite à la regarder parce qu'elle explique beaucoup de choses et qu'elle revient sur énormément de choses. Et que, évidemment, il y a beaucoup de trucs à voir. Je suis content, donc en plus, il répond à tous les commentaires. Mais voilà, c'est vraiment des infos ultra importantes pour comprendre c'était quoi la douille spécifiquement avec ce truc de Fast Good Cuisine. Je conseille évidemment la chaîne de Roasting Sauvage qui, alors autant il fait des trucs je crois, de formation pour être monteur, tout ça, des trucs du genre. Mais il y a aussi des moments où Régé Le Gorilla était une fraude. Voilà, bien sûr, mais il y a aussi des moments où il va tout simplement donner du grain à moudre et il va donner des conseils, etc. Et c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top comme youtubeur et comme vidéaste, quoi.
Mais en tout cas, voilà, Fast Good Cuisine. Ton annonce pue la merde. C'est vraiment, je pense qu'on peut se le dire. Ton annonce pue la merde. C'est pas parce que t'as une grosse timeline comme ça que c'est nécessairement du très très bon montage. Et voilà quoi. Sa formation est très bien. Je suis ça de près. Moi, j'ai des doutes toujours sur les formations vendues, mais si tu dis ça, je te crois. Mais j'ai toujours des doutes sur les formations vendues à droite à gauche, etc. Tu m'en excuseras. Mais mais voilà. Mais c'est sûr que, en tout cas, les gens, c'est de la merde comme annonce. Ne répondez pas à ça. Faut ramener la honte. Faut ramener la honte à ce genre d'endroit-là. Il faut pas faire en sorte que ce genre d'annonce soit trop partagé parce que clairement, c'est vraiment sous-payé et c'est vraiment de la merde. Donc voilà. Et sachant que encore une fois, moi le fait qu'il n'y ait pas d'horaire, que ça montre pas quand est-ce qu'il y a des horaires de travail, etc. C'est dégueulasse. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse.